Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une ville de Crimée qui a joué un grand rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que c'est là, c'est ce qu'on nous disait après, hein, du moins la presse, c'est ce qu'elle disait après Yalta, c'est que c'est là que ont été prises les grandes décisions de l'après-guerre. En quoi consistent-elles? Ces grandes décisions devaient en principe aboutir à un ordre mondial stable qui, échaudé par la guerre et le nombre de millions de morts, s'arrêterait de créer la confusion pour revenir encore une fois à la guerre et continuer à s'exterminer. Yalta elle se trouve en Crimée. Elle a été choisie, je pense, pour essayer de constituer une sorte de point d'ancrage et de neutralité de ce qui va aller sortir des discussions que les trois pays victorieux, ou presque, parce que la guerre n'était pas encore terminée en réalité, donc ces pays victorieux allaient élaborer une nouvelle vision du monde. Ces pays-là sont l'Union soviétique de l'époque, les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre. Or, à Yalta, on a fait une confusion par la suite en croyant que, c'est du moins les informations qui ont filtré de cette, disons, conférence qui a duré quand même du 4 au 11 février 1945. Parce que nous avons plus ou moins appris, c'est que après Yalta, il n'y aurait plus d'autres guerres. C'est bien, très bien même, puisque c'est tout ce que demandaient les peuples du monde. Ils en avaient assez d'apprendre qu'en Europe, on se chamaillait pour essayer chacun des membres qui ont assisté à Yalta de dominer, parce que cette velléité, sinon cette volonté de dominer le monde, est vieille comme l'humanité en réalité. Bon, on sort de Yalta. À ce moment-là, Franklin Roosevelt, qui était président des États-Unis, prend son navire personnel, l'USS, enfin l'USS Quincy, et reprend la route parce qu'il ne pouvait pas voyager. Il était paralysé, il avait une maladie chronique. Il ne pouvait pas voyager par avion. Donc le bateau lui permettait non seulement de mieux se reposer, mais aussi de méditer sur les discussions qu'il allait y avoir à Yalta avant cela. Bon, en cours de route, il passe par le canal de Suez pour ensuite déboucher sur la Méditerranée et après l'Atlantique et le voilà chez lui plus tard. Mais simplement, quand il arrive à peu près au milieu du parcours du canal de Suez, on lui apprend que le roi Saoud d'Arabie, le grand Saoud, a voulu discuter avec lui pour un peu l'avenir de la région, auquel d'ailleurs les Américains, la guerre leur donne l'occasion de s'y intéresser, parce que potentiellement c'était une des régions les plus riches en nappes pétrolières du monde. Donc la description dont je me souviens concernant le grand Saoud ou Ibn Saoud de l'époque, c'était le sultan de l'Arabie saoudite, c'est que la presse occidentale le décrivait comme un péqueno qui est monté sur le Kouissi avec ses chèvres ou ses moutons. C'est un cliché que l'Europe dominante du tiers-monde, c'est comme ça qu'elle s'exprimait pour désigner X ou Y pays qui faisait partie de cette terrible domination.
il se trouve que Franklin Roosevelt accueille sur son bateau non pas un pecno ou un mal dégrossi, comme on décrivait les Arabes à l'époque, mais un chef d'État digne de son nom, et qui, dans une discussion à bâton rompu comme ça sur l'avenir du monde, il se souvient d'une question qui le tarabustait déjà, qui mobilisait son esprit, et à laquelle il n'avait pas trouvé de solution. Alors il la pose à Franklin Roosevelt. Et il lui dit, excusez-moi, monsieur le président, mais ce qui s'est passé en Allemagne durant cette guerre qui, j'espère, va se terminer très bientôt, comment se fait-il qu'on accuse pour cela les Arabes, alors que les Arabes n'ont rien fait aux Juifs, dont ils connaissaient la proximité depuis déjà Haroun Rachid, au XVIe siècle. Alors pourquoi, puisque ce sont les Allemands qui les ont torturés, les tués massivement dans les camps de la mort qu'ils avaient installés en Europe pendant la guerre, pourquoi ce sont eux qui payent pour des choses qu'ils n'ont jamais provoquées ni assumées, enfin assumées, le mot est impropre, mais dont ils n'ont jamais été les auteurs. Là, on ne comprend pas. Est-ce que l'Allemagne ne serait pas disposée aujourd'hui, par exemple, de leur donner une portion de leur territoire et les installer à leur sortie des camps de concentration? C'est la question, en fait, à laquelle toute l'Europe s'est liguée pour ne pas y répondre. Je vous remercie.